1973, Paris, 19e arrondissement. Il y a à peine 3 ans, rue Édouard Pailleron, un nouveau collège voit le jour dans ce quartier populaire près du parc des Buttes-Chaumont. Comme partout en France, les nouveaux collèges d'enseignement secondaire, les CES, sortent de terre pour absorber la scolarisation massive d'adolescents qui s'accélère depuis les années 60. Dans la journée, le collège Pailleron reçoit plus de 900 élèves. Et depuis la dernière rentrée, en dehors des heures de cours, il accueille aussi une partie des enfants du conservatoire de musique pour les leçons de piano, faute de place dans les différents locaux de l'arrondissement. Le mardi soir 6 février 1973, pour la première fois, les cours de solfège y sont également enseignés. Denise Frénois est l'une des mères du quartier qui a longtemps œuvré pour rassembler tous les élèves du conservatoire de l'arrondissement dans un même lieu. Nous étions ravis. Ce CES nous paraissait beau. Il était flambant neuf, il avait un aspect agréable, des ouvertures spacieuses, ça paraissait bien. Comme d'autres parents, ce soir-là, elle accompagne son fils de 9 ans, Jean-Michel, pour sa leçon de solfège. La réunion de tous les cours du conservatoire s'est faite le 6 février. Donc Jean-Mi est entré pour la première fois au CES ce soir-là. Nadine Malaval, alors âgée de 9 ans, fait partie du groupe des élèves du conservatoire du 19e arrondissement. Ce jour-là, c'était ma maman qui nous avait amenés, parce que c'était un peu loin, c'était la première fois que c'était si loin, il fallait traverser les Buttes-Chaumont. Et voilà, et c'est mon papa qui devait venir nous chercher, donc ce soir-là. Les 51 élèves du conservatoire sont répartis dans 4 salles de classe, au 3e étage, avec leurs professeurs. Il est 18h, les cours viennent de commencer. Alain Malaval, le père de Nadine, doit venir chercher sa fille et 3 autres enfants après les cours qui se terminent à 20h. Je ne connaissais pas l'endroit, j'y étais jamais allé, donc je me dis, bon, je vais y aller un peu en avance. Je dois dire que c'est la première et la seule fois de ma vie que j'ai été chercher les enfants à l'école. Ça a été le soir de Pailleron. « 19h40. Les élèves du conservatoire sont sur leur gamme de sol majeur et sur les premiers préludes de leur méthode de piano. Nadine sort de sa classe, salle 209, pour aller aux toilettes, mais dans le couloir, elle aperçoit de la fumée. C'était pas aveuglant, mais il y avait de la fumée. Donc je suis rentrée dans la salle en disant au professeur qu'il y avait de la fumée dans le couloir. Donc elle a dit, bon, eh ben, on va descendre, vous prenez vos affaires, ne vous affolez pas, il y avait encore de la lumière. Elle a chargé le plus âgé d'entre nous. Il y avait un grand, Robert, tu vas aller prévenir la classe des grands. Et puis moi, je ne me suis pas engagée dans l'escalier avec le professeur qui descendait. Pourquoi? Je ne sais pas, j'ai suivi Robert. Nadine et Robert rejoignent alors le groupe des élèves de la salle 210. Et c'est là où le prof a dit on ne va pas descendre par les escaliers, c'est trop dangereux. Et là, la lumière s'est éteinte. Donc c'était le noir complet, des lieux qu'on ne connaissait pas. Ça commençait à piquer les yeux. On se dirigeait qu'à la voix. C'était pas des cris, c'était pas au secours, c'était pas des hurlements, c'était pas une scène de panique. Le prof a gardé son sang-froid, je crois, et puis a cassé les fenêtres avec une chaise. Et du coup, il y a eu un appel d'air. Donc, c'était plus facile de se diriger. Donc, on cognait des bureaux, des tables, des chaises. Mais ça a été plus facile de se diriger vers la fenêtre. 19h45. À l'extérieur, des habitants d'immeubles voisins, alertés par un premier foyer d'incendie au rez-de-chaussée du collège, appellent immédiatement les pompiers. Rapidement, d'immenses flammes apparaissent dans les différents étages.
Quand je suis arrivé, pour moi, ça a été un choc. J'arrivais en plein Paris, au XXe siècle. Il n'y avait personne, il n'y avait pas de pompiers, il n'y avait pas de policiers, il n'y avait rien du tout. Il y avait un groupe de gens qui étaient là, qui étaient absolument... personne ne comprenait ce qui se passait. Des habitants du quartier et les parents qui commencent à arriver sur place distinguent des enfants faisant des signes désespérés aux fenêtres du 3e étage. 19h50, les pompiers arrivent sur les lieux. Aidés par un garagiste de la rue Pailleron et des voisins, ils dressent une échelle sur le toit du hall d'entrée du collège où se réfugient les enfants et leurs professeurs. Une fois qu'on était sur cette espèce de toit-terrasse, là, on s'est rendu compte de ce qui se passait parce qu'effectivement, derrière nous, le bâtiment était complètement en flammes, quoi. Et de cette plateforme, ils voulaient sauter. D'ailleurs, il y avait des parents qui disaient « sautez, sautez », parce que c'était tellement infernal qu'on croyait que tout allait prendre feu. Et moi, je sais que moi, j'étais encore en bas, je disais « surtout, ne sautez pas ». 19h56. Les pompiers réussissent à évacuer tous les enfants de la plateforme vers la rue Pailleron. Et là, mon père m'a attrapée, m'a pris dans ses bras et... Puis voilà, puis bon, là, j'étais sauvée, quoi. Quand Nadine est descendue, je lui ai dit « Où sont les autres ?» Et elle m'a dit « Papa, ils sont descendus. » Là, mon père m'a laissée en disant « Je vais voir où sont les autres. » Et les autres, c'était effectivement les 3 autres enfants qu'il était censé venir chercher avec moi. Les pompiers mettent en batterie une quinzaine de grosses lances. La catastrophe semble évitée. Le colonel Raoul Vigé est à l'époque lieutenant des pompiers de Paris en charge des relations avec la presse. Quand il arrive rue Pailleron, il fait un premier état des lieux. Le chef des pompiers déjà sur les places que je rencontre me dit on va bientôt maîtriser le feu et on a évacué les professeurs et les enfants. Dans le langage des pompiers, on dirait c'est un beau feu. Quand les pompiers rentrent chez eux à la caserne, ils disent c'est un beau feu. Et tant qu'il n'y a pas de victimes, ils ont fait un beau feu, ils sont fiers d'eux, ils ont bien travaillé. 20h. L'aile nord-est du bâtiment s'écroule, obligeant les porte-lances à reculer. 20h06. Le 4e étage de l'aile sud s'embrase. 20h09. Le feu se propage à l'ensemble du bâtiment. Les pompiers demandent de nouveaux renforts. 30 minutes seulement après le début de l'incendie, le collège commence à fondre de l'intérieur et s'écroule quelques minutes plus tard comme un château de cartes. À ce moment-là, je peux dire que c'était l'enfer. J'ai vu un pompier pleurer en disant « c'est Hollywood ». Tout commençait à tomber, il y avait des traînées de lumière, c'était des coups de lance-flammes sur une partie de la façade. C'était absolument incompréhensible. Alors que la panique gagne tout le quartier, Denise Frénois attend chez elle le retour de son mari, venu chercher leur fils, Jean-Michel, après le cours de musique. Mon mari est arrivé au courant en me disant que le CES brûle et Jean-Mi n'est pas sorti. Et j'ai couru au CES et là, je me suis trouvée devant cette immensité de flammes. Tout de suite, je me suis rendu compte que ce n'était pas normal que ça brûle comme ça. C'était énorme, on voyait ça, paraît-il, à des kilomètres à la ronde. Très vite, on voit qu'il y a des parents qui viennent et qui ne sont pas des parents venant chercher les enfants qui ont été sauvés. Et là commence une certaine inquiétude, y aurait-il d'autres enfants ? Les professeurs n'étaient pas là. Si les professeurs n'étaient pas là, c'est que les enfants étaient avec eux et c'était qu'ils étaient dans le CES. On a tout de suite compris ça. 20h18. Une partie du bâtiment est toujours en flammes. Les pompiers font une première reconnaissance dans les locaux du rez-de-chaussée. Plus d'1 heure après leur arrivée, les pompiers réussissent à maîtriser le feu. À l'intérieur, les recherches se poursuivent. Ça a duré jusqu'au moment où j'ai vu ressortir, moi, un pompier du bâtiment. Et là, à ce moment-là, je suis arrivé, j'étais juste à côté, j'ai dit alors, parce qu'on avait essayé de trouver des entrées, et là, il m'a dit, j'ai trouvé les enfants.
Jacques Collet est à l'époque journaliste aux informations générales, à 24 heures à la une, la première chaîne de l'ORTF. Comme ses confrères, il attend le premier bilan des victimes. Une heure et demie après notre arrivée sur place, on voit l'officier des pompiers de Paris chargé de la communication, en l'occurrence le lieutenant Viget, sortir du théâtre d'action de ses collègues, la mine absolument bouleversée. Les corps que nous avons découverts se trouvent au premier étage, au-dessus des décombres. On peut éventuellement supposer que ces enfants se trouvaient dans un étage supérieur et ont été entraînés dans l'effondrement de l'immeuble. On découvre au centre de l'établissement, dans la courette où s'est fait l'effondrement, un premier corps, mais on ne sait pas combien il y en a parce que tout est effondré. Et ce n'est qu'après un certain temps, et un temps assez long, on arrive à dénombrer à peu près le nombre de victimes. Et on est là dans l'attente du bilan de l'incendie de ce collège, sans imaginer une seconde qu'on va basculer dans la tragédie. Dans un enchevêtrement de poutres d'acier et de cendres, les pompiers découvrent de nouveaux corps tout au long de la nuit. À peine le drame annoncé à la presse, il a fallu aller vers les parents. Et ça a été le moment le plus dur et un des moments les plus durs de ma carrière. Il y en a eu d'autres, bien sûr, j'ai connu plein de catastrophes, mais le fait d'avoir des parents qui attendent des nouvelles de leurs enfants, alors que nous étions bien conscients, nous, qu'il n'y avait plus rien à espérer. Et les propos étaient du genre vous n'avez pas vu un petit avec un pull bleu, un pull rouge, une petite veste Alors oui, peut-être que j'avais vu, mais je ne pouvais que dire que pour l'instant, on savait qu'il y avait des victimes, on ne connaissait pas le nombre et qu'on allait les renseigner au mieux et le plus vite possible. Et j'ai ce sentiment que d'aucuns étaient encore dans l'espérance. Et donc je revenais chaque fois, et quand je revenais, bien sûr, je détruisais un petit peu au fur et à mesure cette espérance. Quand mon mari est rentré, il m'a dit, tu sais, il n'y a aucun espoir. Il n'y a aucun espoir. Moi, j'ai espéré jusqu'au matin et il n'y avait plus d'espoir. Autour du collège, la panique gagne les parents qui cherchent désespérément leurs enfants. Certains font le tour des hôpitaux de Paris, d'autres sillonnent toutes les rues du quartier, ainsi que les allées sombres du parc des Buttes-Chaumont. Une des petites filles que je venais de rechercher venait d'être retrouvée, transie de peur, dans le parc des Buttes-Chaumont. Et là, on s'est dit, ah ben attends, peut-être que les enfants sont sortis, peut-être qu'il y a des enfants qui sont sortis, il y en a d'autres. Moi, je me rappelle avoir dit à des pompiers, bon, vous avez des mégaphones, bon, on fait des appels dans le parc des Buttes-Chaumont. Et cette petite fille, donc, que la mère de mes enfants avait amenée là, donc c'était pour moi important. Moi, il y en avait une au moins qui était ressortie, mais on s'est vite rendu compte que c'était la seule. Dans la nuit, les pompes funèbres commencent à sortir les corps calcinés des décombres. Des cordons de sécurité empêchent les parents d'approcher les lieux du sinistre. Ils se réfugient dans la mairie du 19e, tout près du collège, espérant obtenir des nouvelles de leurs enfants. Tous les représentants de l'État commencent à arriver en urgence. J'ai vu la société s'écrouler devant moi. Quand j'ai entendu le préfet recevoir les familles des parents, les parents qui attendaient leurs gosses, et j'ai entendu dire, je l'ai entendu, rassurez-vous, tous les enfants sont sortis, les enfants sont répartis dans des hôpitaux de Paris, il n'y a pas de problème. J'en suis sorti en me disant, mais c'est affreux, quoi. C'est absolument dégueulasse, quoi. Qu'est-ce qui se passe ? Ce mardi 6 février 1973, le collège de la rue Pailleron part en fumée en moins de 30 minutes. Le bilan des victimes est terrible. 20 morts, 3 professeurs de musique, la concierge venue porter secours et 16 enfants. Parmi eux, 2 des 4 enfants qu'Alain devait ramener ce soir-là et Jean-Michel, le fils de Denise. Le lendemain matin, rue Édouard Pailleron, le collège n'est plus qu'un tas de ruines encore fumantes. La France découvre avec horreur le drame qui s'est joué dans la nuit. La mort des enfants bouleverse l'opinion. Déjà,
les premières questions surgissent sur la fragilité du bâtiment. Pourquoi et comment un établissement scolaire de construction récente a-t-il pu flamber et s'écrouler en moins de 30 minutes? Joseph Fontanet, le ministre de l'Éducation nationale, lance immédiatement une enquête administrative et promet que toute la lumière sera faite sur les causes de l'incendie. Au même moment s'ouvre une enquête judiciaire. Dès le départ, les policiers privilégient la piste criminelle. Ils interrogent tout le quartier. Grâce au témoignage des riverains, le samedi 10 février, 4 jours seulement après le drame, les policiers interpellent les responsables de l'incendie. C'est un véritable coup de théâtre. L'incendiaire, Patrick, et son complice Marc sont des élèves du collège. Patrick n'a que 14 ans et demi. Ça a été une douleur supplémentaire d'apprendre que c'était criminel et que c'était des gamins qui avaient mis le feu à ce CES. Les parents de Patrick, sous le choc, contactent Jean-Pierre Véron. Cet avocat aura la lourde tâche de défendre celui que certains parents de victimes appellent désormais le monstre. J'ai reçu un appel téléphonique un dimanche soir, très tard, par le père de Patrick, que je connaissais professionnellement, et qui m'a expliqué une situation dramatique, la sienne. C'est un drame épouvantable, insurmontable. Ce sont des parents qui sont totalement effondrés. Les deux adolescents sont placés en garde à vue. Patrick, le principal responsable, finit par passer aux aveux. Sans émotion ni remords, il raconte aux policiers comment il a mis le feu au collège. Le mardi, après les cours, Patrick demande à Marc, l'un de ses camarades, d'aller acheter 2 litres de white spirit dans une droguerie du quartier. Le soir même, vers 19h30, Patrick, croyant le collège désert, passe par-dessus les grilles et entre dans une des salles de classe du rez-de-chaussée. Il verse le white spirit dans une corbeille à papier et y met le feu. Il retrouve ensuite Marc et d'autres élèves qui l'attendent à l'extérieur. Puis il rentre tranquillement chez lui. Quand ils partent, il n'y a rien. Et il va être convaincu, en regardant la télévision le soir même, que devant ce brasier incroyable, il a la quasi-certitude, il a même la certitude que c'est pas lui, que ça peut pas être lui, que c'est une coïncidence funeste. S'il reconnaît les faits, Patrick refuse d'assumer la responsabilité du drame. Pour se défendre, il explique aux policiers que le feu a eu du mal à prendre et qu'en quittant la salle de classe, il n'y avait qu'une petite flamme dans la corbeille à papier. Et quand les policiers l'interrogent sur les raisons de son geste, Patrick déclare qu'il voulait seulement se venger de brimades de ses professeurs et épater ses copains. Il est l'auteur idéal. Il redouble, il est le plus petit, il est avec des grands, c'est un petit ch'ti, hein. Il faut qu'il épate, c'est sa personnalité, c'est son comportement, et en plus, c'est pas vis-à-vis de ses parents qu'il surveille, qu'il peut se faire mousser, parce qu'on doit lui dire « Écoute, arrête tes conneries, ça va comme ça, Patrick ». Donc c'est le 6 février que la conjonction de toutes ces inepties va le faire passer à l'acte. Je veux dire, c'est chiche, pas chiche, hein, tout est dit. Les révélations de l'adolescent secouent l'opinion. La presse se fait l'écho d'un déferlement de déclarations des tenants de l'ordre moral. Certains responsables politiques se saisissent de cette affaire et tentent d'orienter le débat vers la folie d'une jeunesse débridée. Christian Fouché, ancien ministre de Gaulle, accuse mai 68. Voilà où mène l'absence d'élévation morale, l'abdication des adultes. La France est en train de perdre son âme. Pour Jean Lafont, l'un des avocats des familles des victimes, cette polémique n'est qu'un écran de fumée qui a pour seul objectif de diviser l'opinion. Va dès ce moment-là se créer, pas seulement chez nous, mais en France, avec la presse, une dualité entre deux opinions. L'opinion, le feu destructeur, n'aurait pas eu lieu s'il n'y avait eu pas ces deux gosses, donc c'est eux deux seuls qui sont les responsables. Et l'opinion, qui était également déjà la nôtre,
c'est qu'il n'y avait pas que les gosses ont mis l'allumette, c'est vrai, mais pour que le feu ait fait un tel ravage avec une telle rapidité, il fallait quand même regarder d'un peu près quel était ce foutu bâtiment. Qu'est-ce que c'est que cette construction qui ne résiste même pas un quart d'heure? C'est pas possible. C'est construit, on a employé l'expression comme cochon. La France entière est consternée. Mais les habitants du quartier, eux, ne semblent pas surpris outre mesure. Ils ont été les témoins du montage très rapide, en quelques mois seulement, de ce grand mécano à ossature métallique. Dès son ouverture en septembre 1970, les collégiens le surnomment déjà le château de cartes. Encore plus inquiétant, quelques mois seulement avant l'incendie, Brigitte, une élève de 3e, écrit une composition de français malheureusement prémonitoire. Elle décrit son collège comme une école préfabriquée où le plafond en carton perforé se soulève. Le sol de la cour se fend en deux. On risque tous les jours sa peau dans mon CES, conclut-elle. Pour Jean-Marie Schléret, président de l'Observatoire de la sécurité des établissements scolaires et d'enseignement supérieur, dès le lendemain du drame, on sait déjà que tout le bâtiment n'est pas conforme à la réglementation. Après les constats qui ont été faits au moment où ça s'est effondré comme un plat de nouilles, on voyait bien que ça tenait un peu du mécano, cette affaire, avec l'ossature métallique et les plaques béton. Et donc quand l'acier, au bout de 15 minutes, 20 minutes, certes on nous dit ça ne brûle pas, mais ça se tord, la structure se déforme. Et donc instantanément, vous avez l'effondrement. Après le 6 février 1973, les parents des victimes de l'incendie, comme les Français, découvrent qu'il existe des centaines de collèges à structure métallique, dont 57 du même type que celui de la rue Édouard Pailleron. Depuis le milieu des années 60, ces nouveaux collèges poussent comme des champignons à travers tout le pays. À cette époque, la scolarité devient obligatoire jusqu'à 16 ans. L'allongement de la scolarisation et la très forte croissance démographique depuis le baby-boom provoquent une véritable explosion scolaire. C'est cette poussée démographique qui a nécessité des constructions à la fois rapides et puis avec un rapport qualité-prix qui satisfasse principalement les deniers de l'État, mais pas nécessairement l'intérêt de l'usager. Un collège par jour. Le mot d'ordre est lancé. L'État fait le choix de construction industrialisée. Il faut désormais construire beaucoup et rapidement. Face à l'urgence, à partir de 1965, l'éducation nationale se transforme en maître d'œuvre et devient ainsi le plus important promoteur immobilier de France. On impose alors ces nouvelles règles du jeu aux communes, jusque-là seules responsables de la construction de leurs écoles. Annie Voisin est l'un des avocats des familles de victimes. Elle a mené son enquête sur le lourd dossier des constructeurs de l'époque. Pour elle, les communes ont été prises au piège. Pour appâter les communes, on leur dit que désormais, ils n'ont qu'à fournir le terrain et que l'éducation nationale se chargera et paiera la construction du CES et qu'on la leur remettra clé en main. La plupart des maires sont tentés. Il y en a quand même quelques-uns qui sont réticents. Mais à ce moment-là, on fait quand même pression sur eux pour leur faire comprendre que s'ils veulent employer le système ancien, c'est pas sûr qu'ils auront des subventions. Il ferait mieux de s'aligner sur la théorie générale. Chaque année, l'éducation nationale recense les besoins en collège et répartit leur construction entre une quarantaine d'entreprises. On va déterminer quel est le nombre de mètres carrés dont on a besoin pour toute la France. En 68, quand on a construit, il ne fallait pas dépasser 530 francs le mètre carré, parce que si on allait au-dessus, c'était plus rentable. On va attribuer des lots à différentes entreprises. Vous aurez tant de mètres carrés à construire, vous autres, vous aurez tant de mètres carrés. Et puis, à vous de vous débrouiller pour trouver et un architecte et un constructeur qui vous feront ça à ce prix-là. Pour son modèle de construction, l'État recherche des procédés utilisant des structures métalliques. L'objectif est aussi de relancer l'industrie de l'acier qui connaît alors des difficultés économiques. Moins cher que le béton, l'acier permettrait de construire vite et à moindre coût des centaines de collèges. L'éducation nationale découvre alors qu'en Grande-Bretagne, il existe plus de 2000 écoles préfabriquées à ossature métallique. La France décide d'adapter ce procédé.
Mais en Grande-Bretagne, pour des questions de sécurité, ce système n'est autorisé que pour un seul étage. Il a fallu qu'en France, on autorise à 4 niveaux, voire 5 niveaux, le même procédé. Donc déjà, là, on était loin du principe de précaution. Donc je crois qu'il faut quand même le souligner. Il y a eu vraiment des erreurs de commises. Armature métallique non protégée par endroits. Vide entre les plafonds et les faux plafonds. Tuyaux de gaz installés dans les faux plafonds. Présence de matériaux combustibles et hautement toxiques. La liste des erreurs de conception et des malfaçons est accablante. Et les commissions de sécurité qui passaient travaillaient principalement sur des bâtiments neufs, sur des plans validés nationalement, donc elles n'avaient finalement pas grand-chose à dire. Les commissions de sécurité, elles regardaient peu de choses. À tel point que quand l'Observatoire a été créé et la commission qui l'a précédé, on a fait le relevé de tous les passages de commission de sécurité et de tous les avis défavorables. Il y en avait très peu. À coup de dérogations et de subtils jeux d'écriture, les règles de sécurité les plus élémentaires sont contournées à tous les niveaux. Après l'incendie du collège de la rue Pailleron, on découvre l'impensable. Ces nouveaux établissements scolaires à ossature métallique n'ont une résistance au feu que d'un quart d'heure, contre 1 heure et demie dans tous les autres bâtiments recevant du public. On a découvert l'ampleur du problème sous l'angle, j'ai envie de dire, politique. Le choix d'un type de construction est un acte politique. La qualité de l'eau qui sort au robinet est un choix politique. Donc, a fortiori, lorsqu'une construction recevant du public, et un public aussi précieux que des enfants, peut être à ce point vulnérable, on réalisait immédiatement qu'on était en face de ce qu'allait être une affaire d'État qui allait impliquer évidemment le ministère de l'Éducation nationale, qui était vraisemblablement le commanditaire de cette construction, le ministère de la Construction qui avait vraisemblablement donné les agréments, bref, toutes les autorités techniques et politiques qui avaient fait ce choix de type de construction, avec les conséquences que l'on sait. Le scandale des constructions scolaires vient d'éclater au grand jour. Il y avait un petit déclic. Et au début, je ne comprenais pas. Je n'étais pas habituée à ce genre de phénomène. Et il y avait un petit déclic. On a su qu'on était sur écoute par un commissaire de police qui nous a appelés et qui nous a dit, je ne vous dirai pas mon nom, mais je veux vous prévenir, vous êtes sur écoute, alors faites attention quand vous communiquez. Ça est arrivé 3 jours après l'incendie. Ça montrait bien que le gouvernement avait un peu peur de cette affaire. Jean-Max Causse est l'un des parents de victimes. Sa fille de 9 ans, Christine, a péri dans l'incendie. Dès le lendemain du drame, comme les autres familles, il comprend qu'on cherche à leur cacher des vérités qui dérangent. C'était pas un incendie classique. Pourquoi ça avait brûlé si vite? Et puis le spectacle était incroyable, quoi. Je veux dire, c'était vraiment tout le bâtiment qui brûlait. Et donc, tout de suite, on s'est dit, il y a quelque chose dans le bâtiment qui a provoqué cet incendie. Les familles se portent immédiatement partie civile et décident de créer une association. Elles commencent à mener leur propre enquête dans tout le quartier pour recueillir des témoignages ou des documents. Émus par la douleur de ses parents endeuillés, tous les habitants sont solidaires. Nous avons reçu un coup de fil de certains riverains du quartier nous annonçant que des bulldozers étaient là pour démolir ce qu'il avait à démolir, c'est-à-dire évacuer les ruines du CES. Notre réaction immédiate, si on enlève ces ruines, on ne pourra plus rien prouver. Les riverains ont fait une barrière humaine et on a réussi à arrêter la démolition. Cette tentative de destruction de preuves provoque la colère des familles. Dès lors, plus rien ne pourra les arrêter dans leur combat contre l'éducation nationale. Moi, je ne sais pas ce qui m'a pris. Et j'ai foncé au palais de justice. Je me souviens d'une chose, je suis arrivé au palais de justice, la grosse pendule marquait 5 heures. Je
je tombe sur une petite guérite avec un gendarme à une autre époque. Il me dit, où est-ce que vous voulez aller? J'ai dit, je voudrais le bureau du juge Sablerol. Il m'a dit, c'est en haut, mais il m'a dit, c'est interdit, vous n'avez pas le droit. Moi, je monte l'escalier, cet agent me suit et essaye de m'empêcher de passer. Alors, je pense qu'il y aurait eu 15 policiers, il n'y en avait aucun qui m'aurait empêché de passer. Je me retrouve dans le bureau du juge Sablerol. Et en fait, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je n'ai pas rencontré un juge. Moi, j'ai rencontré un homme. Je lui ai parlé en tant que père. On a eu une longue discussion. Et en parlant, il me dit, voilà, j'ai d'ores et déjà mis en place une réunion d'experts. Est-ce que vous pourriez vous charger de venir avec une caméra lors de la réunion d'experts pour filmer des choses, pour filmer le CES et me faire un tout petit montage de 10 minutes pour que je puisse comprendre éventuellement ce qui a pu se passer. Le juge Sablerol prend alors une initiative sans précédent. Il implique directement la partie civile dans l'enquête en cours. Le juge demande aux familles de faire ce film pour l'instruction et les autorise à disposer librement de toutes les images. Ce jour-là, le juge Sablerol vient de lancer une bombe à retardement. Lors de la réunion des experts sur le terrain, c'est Jean-Max Causse, cinéaste de profession, qui dirige le tournage du film. On a eu toute liberté, avec personne pour nous dire ne faites pas ci, ne faites pas ça. Et ça, c'est le juge d'instruction qui a eu le culot quand même de ce qui ne se faisait jamais, quoi. Le 15 janvier 1974, le film est projeté pour la première fois à Paris, dans l'une des salles de cinéma de Jean-Max Causse. L'Association des familles invite la presse et des représentants de l'Éducation nationale. Le jour de cette présentation à la presse, Jean-Max m'avait dit « va te mettre à côté de ces gens-là ». Ces gens-là, c'était, l'après c'était les avocats de l'Éducation nationale. La caractéristique principale de l'incendie du CES Payron est la rapidité extrême de propagation du sinistre. Le premier foyer et tout de suite un deuxième foyer à l'opposé du bâtiment. Les vides horizontaux et verticaux communiquaient entre eux à chaque niveau, ce qui permit la propagation du feu d'étage à étage et ce qui constituait une énorme cheminée à tirage multiple. Et à la fin du film, là je suis formel, je m'engage, j'ai entendu la personne qui était à côté de moi dire à celle qui était à côté « c'est terrible, il ne faut pas que ça passe ». Le film provoque un véritable électrochoc. La presse parle d'un film d'horreur et d'images accablantes pour l'Éducation nationale. L'Association des familles vient de faire un coup d'éclat. Du côté de l'État, c'est la stupéfaction. Comment ce film a-t-il pu voir le jour? Joseph Fontanet, le ministre de l'Éducation nationale, dénonce un tissu de contre-vérité et s'étonne de la présence dans l'Association des familles d'une personnalité dont les liens avec une importante formation politique de l'opposition sont patents. En ligne de mire, Jules Borker, avocat des familles, mais également l'un des avocats du Parti communiste français. Et le fait qu'un avocat communiste, quel qu'il soit, même si ça n'avait pas été Borker, je ne veux pas minimiser mon rôle en vous disant cela, mais même si ce n'était pas Borker, ils auraient trouvé n'importe quel prétexte pour dire il y a un avocat dangereux, parce qu'il est communiste. L'Éducation nationale tente d'amener les débats sur le terrain politique et cherche à décrédibiliser l'association aux yeux de l'opinion. En vain. Ils étaient tous solidaires des attaques lancées par le ministre de l'Éducation nationale à mon égard, parce que j'appartenais à une formation politique d'opposition. On est l'ennemi, carrément. L'Éducation nationale nous a toujours traités donc comme des emmerdeurs. Pleurez vos enfants et fichez-nous la paix. C'était ça la morale. On nous a surnommé le commando Payron parce qu'on a frappé à toutes les portes et on est entré de force, même si on n'était pas autorisé. Ils avaient peur de nous parce qu'ils n'avaient pas compris qui nous étions. Je pense que ça, ils n'avaient pas compris. Rien ne pouvait arrêter des parents qui avaient perdu un enfant ou un mari ou une femme qui avait perdu leur conjoint. Nice, Sarcelles, Canteleu. Entre 1973 et 1974,
3 autres incendies détruisent des établissements scolaires sans faire de victimes. Tous fondent de l'intérieur. Tous sont à ossature métallique. Pour l'association des familles, il y a urgence. Il faut frapper les esprits et alerter les parents sur les dangers de ces nouveaux collèges. Avec leurs films, ils sillonnent toute la France. Leur lutte pour la sécurité dans les écoles devient nationale et militante. Des associations de parents d'élèves nous ont demandé de venir. On faisait une conférence, on présentait les plans du bâtiment, on présentait le film. La structure du bâtiment était réalisée par des poutrelles d'acier qui n'étaient protégées par des panneaux d'amiante que dans les parties visibles, c'est-à-dire en dessous du faux plafond. Quand on présentait ce film, au départ, on nous disait toujours « Ah oui, mais nous, notre CES, c'est pas la même chose, etc. » On passait à la projection, et puis là, les poutrelles, ils les voyaient, les cloisons, c'était les leurs, et là, quand on sortait de la projection, évidemment, ils avaient changé d'avis, et ils étaient plus motivés pour se battre. À l'intérieur des faux plafonds se trouvaient les fils électriques sans protection, ainsi que les canalisations de gaz au mépris de tout règlement. Ici, une imposte en verre permettant la propagation du feu vers l'escalier. La sécurité était négligée. Et c'était très émouvant parce que les gens étaient horrifiés parce qu'ils voyaient leur collège brûler, quoi. On ne s'est jamais battu à la place des gens. On les a aidés, voilà. La portée de ce film, c'est que sa diffusion a été faite pratiquement, je peux dire, si j'ose, à des militants qui étaient concernés parce qu'ils avaient des gosses dans des écoles. Les responsables se sentent-ils vraiment concernés? Oublient-ils qu'ils ont construit 50 autres établissements du même type? Oublient-ils que le 6 février, à 19h44, dans la nuit subite, 16 enfants et 4 adultes ont trouvé la mort? « 14 avril 1976. Plus de 3 ans après les faits, alors qu'aucune date n'est encore fixée pour les procès des jeunes incendiaires et des adultes responsables de la construction du collège, les familles des victimes apprennent stupéfaites l'organisation d'une exposition au Grand Palais à Paris. Le ministère de l'Éducation nationale a organisé une exposition sur l'architecture scolaire. Elle a ouvert ses portes aujourd'hui. Cette exposition a pour thème « Vivre à l'école ». C'est une nouvelle provocation pour l'association des familles qui se rend immédiatement sur place. Nous avons réagi parce que pour nous, oser 3 ans après faire une exposition « Vivre à l'école », c'était indécent. Et c'est notre façon, en étant là, de dire « Attention, vous dites vivre à l'école, mais nous, c'est mourir à l'école ». Et rien n'a été fait depuis cet incendie pour améliorer les mesures de sécurité dans les établissements scolaires que fréquentent nos enfants. L'association était venue pour une manifestation silencieuse et digne. Le service d'ordre l'a refoulée et l'a obligé à attendre le ministre à bonne distance. Il y a le commissaire du Grand Palais, qui, je le reverrai toujours avec sa cigarette, son chapeau, et qui a dit « Débarrassez-moi ce bazar ». Et là, on nous a chargés. Je ne pensais pas qu'ils auraient ce culot de nous charger comme ils l'ont fait, comme si nous étions de vulgaires assassins ou je ne sais quoi. Nouveau scandale à la une de toute la presse. On ose traiter les parents des enfants morts dans le collège de la rue Pailleron comme des criminels. C'était l'occasion ou jamais de faire parler de nous et de permettre surtout à la justice de repousser le procès donc des mineurs. En fait, les mineurs qui avaient mis le feu, nous, ce qu'on voulait, c'est que les 2 procès soient pas les mêmes, parce que c'est pas la même juridiction, mais soient le plus proche possible l'un de l'autre, hein, pour qu'on ne puisse pas reporter sur les mineurs donc les fautes de construction, etc. Nous, les mineurs, ça ne nous a jamais beaucoup intéressés. À plusieurs reprises, la justice tente de fixer une date pour le procès des jeunes incendiaires. Mais à chaque fois, les familles des victimes réussissent à le faire reporter. Elles font pression sur le ministre de l'époque, Jean Le Canuet, pour obtenir gain de cause. On a forcé les portes et on est entré au ministère de la Justice. Et comme nous n'étions pas sûrs de notre réussite, nous avions pris d'autres membres de l'association qui étaient basés au Ritz, prêts à prévenir la presse.
on nous refuse l'entrée du ministère de la Justice. La presse arrivée pouvait constater. Donc là, nous avons été reçus par le secrétaire de M. Le Canuet et nous avons obtenu ce que nous demandions. Novembre 1977. Le premier procès, celui des mineurs, s'ouvre enfin au palais de justice de Paris. Patrick, le principal responsable, et Marc, son complice, sont jugés devant le tribunal pour enfants. Le procès des enfants s'est tenu à huis clos, ce dont je me souviens très bien parce que c'était invraisemblable. Nous attendions dans un couloir devant la chambre et nous étions toutes les familles des victimes et à côté de nous, les inculpés avec leurs parents. Tout simplement, nous étions mêlés les uns aux autres. Et c'est très curieux parce que ils n'ont jamais pris aucune mesure de sécurité, ils n'ont pas pensé qu'il pourrait y avoir un scandale. Plus qu'un scandale. Ce jour-là, un nouveau drame est sur le point de se jouer dans les couloirs du palais. La mère d'un enfant s'approche de moi et me dit « Maître Lafont, est-ce que vous pourriez sortir? J'ai quelque chose de très grave à vous dire. » Je sors. Son mari, le père, est à l'extérieur du tribunal pour enfants et est possesseur, me dit cette femme, d'un revolver qu'il a dans sa poche pour tenter d'abattre les mineurs. Il faut mettre Lafont facile impossible. Je l'emmène avec elle, loin du tribunal pour enfants. Nous montons un étage, nous nous retrouvons dans les grands couloirs du palais. Là, j'étais sûr d'être tranquille. Il a fallu que j'arrive à le convaincre avec beaucoup de difficultés, alors que l'audience allait bientôt commencer. Il a fallu que je laisse tomber sur mes joues des larmes très amères pour le supplier de me rendre ce revolver, de me le donner. Ça a duré très longtemps. C'était un homme extrêmement énergique, profondément dégoûté, se demandant s'il fallait croire vraiment à la justice, voulant se faire justice soi-même. Et aidé par cette femme, j'ai réussi, je vais très vite, à me faire rendre le revolver, et je lui dis que je ne l'abandonnerai jamais et qu'on ira jusqu'au bout. Il m'a rendu le revolver que j'ai remis immédiatement à sa femme. Et nous sommes descendus au tribunal pour enfants, où là j'ai pris ma place. Et on m'a demandé de prendre la parole. Le procès des mineurs, Patrick et Marc, peut enfin commencer. Toutes les familles se retrouvent à nouveau réunies dans la douleur. Dans la salle d'audience, la tension est palpable. C'est quasiment silencieux. C'est pesant, c'est lourd. C'est des familles qui sont accablées. C'est presque insupportable. Physiquement, c'est presque insupportable. C'est atroce. Atroce. Parce que les familles sont invitées à venir, elles viennent toutes. Et elles comprennent, même ceux qui étaient réticents sont venus, et comprennent qu'ils vont avoir devant eux un visage identique, du même âge que ceux des enfants qui sont partis, et que c'est eux qui ont quand même mis l'allumette, qui l'ont craqué, cette allumette. Les faits sont reconnus par les jeunes incendiaires. Au bout de 3 jours de procès, le verdict tombe. Patrick et Marc sont condamnés à 5 ans et 4 ans de prison avec sursis. Qu'est-ce que sont devenus ces enfants? J'ai cherché à le savoir, je ne sais pas. Et comme j'ai dit à mes familles, il faut leur souhaiter bonne chance. C'est tout. Quelques jours plus tard, débute le procès tant attendu par l'association des familles, celui des adultes. Architectes, constructeurs, responsables de l'éducation nationale se retrouvent sur le banc des accusés. En tout, 9 inculpations, dont celle d'un très haut fonctionnaire de l'État. Une victoire pour les avocats des familles qui ont alors subi de nombreuses pressions. Un jour, je reçois un coup de téléphone de ce haut magistrat qui demande à me voir personnellement, donc j'y vais seul, sans mes confrères.
Et il me dit, Maître Lafont, nous connaissons votre probité dans ce palais, nous connaissons votre réputation dans ce palais, et nous ne pensons pas que vous puissiez accepter de faire entrer dans l'arène un des plus hauts fonctionnaires de l'État français. Jamais, à ce niveau, un fonctionnaire n'a eu l'occasion d'être entendu devant un tribunal pénal. J'ai dit, alors là, je regrette beaucoup. Mais je ne trahis jamais un client, et c'est pas maintenant que je commencerai. Avant la tenue du procès, les avocats des parties civiles, nous avons été convoqués chez le procureur général pour nous dire « Enfin, voyons, je ne comprends pas. Les hauts fonctionnaires, ce que vous leur reprochez, ça s'est fait dans l'exercice de leurs fonctions. Donc, je ne vois pas très bien comment vous pouvez solliciter une condamnation, etc. » Alors, j'ai quand même rappelé au procureur général qu'il n'y avait quand même pas deux catégories de citoyens, les uns d'un côté et les fonctionnaires de l'autre, lesquels, eux, bénéficieraient d'une sorte de mansuétude générale. Que donc, leur inculpation me paraissait tout à fait justifiée. Après plus de 3 ans d'attente et 3 mois de procès, les 9 inculpés sont condamnés à des peines de prison avec sursis. Mais ces peines ont toutes été amnistiées. Je m'en doutais un peu, je me faisais pas trop d'illusions. Mais on nous avait donné raison, ce bâtiment n'était pas conforme. Et il fallait le prouver, et nous l'avions prouvé. Là, c'était une victoire. Les peines en elles-mêmes, certainement, on aurait préféré des peines beaucoup plus lourdes. L'amnistie apparaît et peut apparaître, et je le pense, comme une insulte au devoir de mémoire que nous devons tous tirer de cette tragédie. Si les lois d'amnistie ont effacé de la mémoire collective et judiciaire le nom des responsables, l'Association des familles, elle, n'a jamais cessé son combat pour la sécurité dans les écoles. En 1979, un nouveau collège a été construit rue Édouard Pailleron. Derrière les grilles, une stèle rend hommage aux victimes de l'incendie du 6 février 1973 pour qu'une telle tragédie ne se reproduise plus. La perte de cet enfant, ça a été difficile, je ne veux pas en parler, mais je voulais surtout protéger les autres enfants et me dire il ne faut pas que d'autres mamans supportent ce que nous supportons. Ce n'est pas possible, c'est inhumain. Il n'y aurait pas eu de lutte. On se serait retrouvés seuls avec nos enfants disparus et ça aurait été encore beaucoup plus dur. Je crois qu'il faut saluer le courage de ces familles parce qu'aujourd'hui, on peut dire avec le recul que leur combat a été déterminant sur les règlements de sécurité incendie, y compris en termes de résistance des matériaux au feu. Tout a bougé depuis, en exigence accrue des commissions de sécurité, etc. Je pense que c'est grâce à leur combat. C'est très difficile à dire, mais en fait, depuis Pailleron, il n'y a aucun enfant qui est mort dans cette école. Plus aucun enfant mort par incendie dans une école. Grâce à l'association des familles et à leur lutte incessante depuis le drame, tous les collèges du type de celui de la rue Édouard Pailleron ont été réhabilités ou détruits.